Bonjour à tous, c'est sûr. Je suis donc Philippe Marle, le passe-président de l'Académie. Je remplace ex abrupto notre président Albert-Claude Benamou, qui est malade chez lui. Il a l'épidémie virale, il va très bien, mais est contagieux, donc il n'a pas voulu venir. Nous commençons la séance à l'heure. Je suis présent avec vous. Malgré l'absence de deux des orateurs qui, j'espère, vont arriver. Et je vais profiter de cette ouverture pour vous présenter un visiteur qui a déjà communiqué à l'Académie lors des RICF de novembre dernier. C'était au réfectoire des Cordeliers. C'est le professeur Sayed Hosseini, professeur de chirurgie cardiaque à Téhéran, qui est un élève de la Pitié-Salpêtrière et d'Irat Ganjbach. Il sera candidat à l'Académie nationale de chirurgie. Et il est très heureux de vous saluer. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis très heureux que je suis là. Merci. J'apprends beaucoup de choses ici. Quand j'étais là, ici, à Paris, chez M. Ganjbach, chez le professeur Pavie, et après, professeur Le Prince. J'étais à Marie-Lalonde avec le professeur Planchet. J'ai appris beaucoup de choses. Je vous remercie. C'est mon heureux. Merci bien. Très honoré. Moi aussi. Merci bien. Est-ce que Monsieur le Secrétaire général a des informations à nous donner? Je préfère ne rien vous dire. Il y a tellement de choses qui se passent à l'Académie, des partenariats en cours, des réunions prévues à Strasbourg, à Amiens. Enfin, voilà, l'Académie est très vivante. Nous avons de plus en plus de sollicitations. Et donc, ça encourage tout le monde à participer à sa vie. Voilà. La séance d'aujourd'hui est une séance médico-chirurgicale consacrée à une complication très grave de la chirurgie depuis toujours, qui est l'embolie pulmonaire. Son traitement évolue et Olivier Sanchez, qui est pneumologue PUPH à l'hôpital Georges Pompidou, a accepté d'organiser cette séance et va la modérer avec moi. Olivier. Résumé. Ah oui. Ah bah oui, il a oublié. Oui. Mais venez quand même, venez. Donc, la session est toujours inaugurée par le résumé de la séance précédente. Jean-Pierre, c'est toi aujourd'hui? Vous êtes très bien. C'est bon. Bien, bonjour, chers académiciennes, académiciens, chers amis, monsieur le secrétaire général, monsieur le passe-président, monsieur le président et vice-président qui doivent être probablement connectés via vidéo. J'ai le plaisir de vous présenter le résumé de la séance du 25 mai 2022. Cette séance était coordonnée par le secrétaire général Hubert Joannet. Donc le président Albert-Claude Benamou a ouvert la séance en rappelant l'action de l'Académie dans la formation et l'aide apportée à la formation des chirurgiens ukrainiens et par le lien existant avec la chaîne de l'espoir. Emmanuel Hirsch a ensuite fait la première présentation. Quelques considérations éthiques tirées de l'expérience de la pandémie. L'éthique a souvent été invoquée pendant la pandémie pour cautionner des décisions contraignantes dans un contexte de dilemme. En réalité, l'acceptation de mesures restrictives est conditionnée par le respect de certaines considérations. La prévisibilité, la loyauté et la transparence. Ces principes permettent de justifier des arbitrages explicables et applicables. Le respect de ces mesures demande proportionnalité et souci d'équilibre. Cependant, comment gérer le préférable et l'intérêt collectif? Le consensus et le respect des valeurs éthiques est indispensable pour préserver la société, quel que soit le contexte.
L'argumentation et la transparence sont nécessaires pour gérer les problèmes d'intérêt individuel par rapport à l'intérêt public. Comment les professionnels de santé doivent-ils préserver l'individu dans des périodes épidémiques par rapport à l'intérêt collectif? Les professionnels de santé doivent-ils investir les plateaux pour donner leur avis personnel? L'épisode Covid a mis en exergue toutes ces problématiques dans la gestion des politiques de santé. Un confinement serait-il encore accepté? Quelles sont les conséquences des reports d'intervention? Après le VIH-Sida et l'épisode du SRAS, l'épidémie Covid-19 a encore accru la nécessité de reformuler les considérations éthiques. Le Canada ou les instituts de recherche en santé, IRSC, ont intégré dans leur programme des cours d'éthique et cité en exemple. Ensuite, Martin Itier nous a présenté Chirurgie en terre australe et antarctique française, bilan et perspective d'un enseignement spécifique. Les terres australes et antarctiques françaises forment le territoire le plus éloigné et le plus isolé de notre pays. Au-delà de leur aspect patrimonial, historique et naturel exceptionnel, elles hébergent des bases scientifiques de haut niveau, se consacrant à des travaux de recherche dans des disciplines très variées, telles l'océanographie, la glaciologie, la météorologie, la biodiversité animale et végétale. Ou encore l'astronomie, dont les résultats concernent la planète entière et toutes ses formes de vie. Ces bases scientifiques, occupées en permanence, nécessitent non seulement une présence médicale, mais aussi des compétences chirurgicales, en particulier durant l'hiver austral, rendant impossible toute évacuation. Les conditions d'exercice chirurgical en terre australe restent aujourd'hui uniques, bien qu'ayant des points communs avec la chirurgie de guerre ou chirurgie humanitaire. Disposant d'une salle de bloc opératoire avec possibilité d'anesthésie générale et d'un équipement de plus en plus performant, les médecins présents sur les bases australes sont quant à eux rarement chirurgiens de formation. Après une mission embarquée sur l'Astrolabe, des cours pratiques de chirurgie destinés et adaptés aux médecins hivernant sur les bases scientifiques des terres australes et antarctiques françaises ont été organisés depuis 2015. L'orthopédie représente 43% des interventions, les interventions dentaires sont fréquentes, le viscéral représente 7% et l'ophtalmologie 2%. L'armée est bien entendu intégrée au dispositif en cas de problème médical. Les questions et les commentaires. Le président Albert-Claude Benamou souligne l'intérêt de la télémédecine dans de telles circonstances. Pierre Devallée pose le problème de la responsabilité médicale. Philippe Merle, ne vaudrait-il pas mieux avoir des chirurgiens qui effectuent également des actes médicaux plutôt que l'inverse? Gaossou Touré nous a présenté ensuite le nerf mentonnier, distribution complications peuvent entraîner des lésions du nerf alvéolaire inférieur. Ces troubles sensoriels peuvent être à l'origine de douleurs, de gênes dans la vie affective et sociale, avec un retentissement psychologique majeur. L'évolution de ces troubles neurosensoriels est variable. La récupération d'une sensibilité normale est également variable. Elle peut être plus ou moins tardive et plus ou moins complète. L'objectif de l'étude présentée est d'analyser la distribution des nerfs mentonniers dans la lèvre inférieure afin d'en déduire les types anatomiques favorables à la récupération de la sensibilité. 30 lèvres, 60 nerfs mentonniers ont été étudiés, ainsi que le trajet des 2 nerfs mentonniers afférents à chaque lèvre. Les connexions entre les 2 nerfs ont été recherchées, ainsi que le nombre de branches et leur morphologie. 3 types d'innervation ont été retrouvés. Premier type, absence de connexion avec un espace entre les branches terminales des 2 nerfs. 2, contiguïté des branches terminales. 3, connexion nette entre les branches terminales. Il a été établi dans cette étude qu'il pouvait exister un nerf mentonnier dominant avec un diamètre et un nombre de branches supérieurs au côté contralatéral. L'analyse de ces différents éléments a permis de comprendre les variations dans la récupération. Le type 3 et la préservation du côté dominant, quand il existe, sont des facteurs favorables à la récupération de la sensibilité de la lèvre inférieure. Philippe Merle félicite pour la réalisation de cette étude anatomique extrêmement difficile à réaliser sur des nerfs terminaux.
Guillaume Herzberg et Marion Burnier, dans un binôme, nous ont présenté ensuite intérêt de l'assistance arthroscopique pour le traitement des fractures du fond de la glène de la scapula. De nombreuses publications montrant l'intérêt de l'assistance arthroscopique pour le traitement des fractures de berge antérieure ou supérieure de la glène de la scapula ont été réalisées. Seules 2 publications sont consacrées au traitement sous assistance arthroscopique des rares fractures de la fosse glénoïdienne irradiée au pilier. Une série de 11 fractures de la fosse glénoïdienne ostéosynthésée sous assistance arthroscopique est présentée. Tous les accidents étaient des accidents à haute énergie. Le délai moyen entre l'accident et la chirurgie était de 15 jours. Le déplacement articulaire était supérieur à 4 mm dans 9 pas. L'ostéosynthèse a été réalisée en décubitus latéral par mini-abord le long du pilier de la scapula, combiné à un contrôle arthroscopique de la réduction. Un scanner 3D pré- et post-opératoire a été réalisé dans tous les cas. Pour chaque patient, l'arthroscopie a permis un contrôle précis de la réduction de la surface articulaire. L'ostéosynthèse par vis ou plaque vissée a permis de prodiguer un support stable à la fosse glénoïdienne réduite. Aucun contrôle radiographique opératoire n'a été nécessaire. Cette rétrospective monocentrique confirme les bons résultats de la combinaison d'un mini-abord centré sur le pilier de la scapula et d'une arthroscopie gléno-humérale qui permet une ostéosynthèse équivalente à celle obtenue par les abords larges, tout en minimisant le traumatisme tissulaire. Cette méthode actuellement confidentielle constitue une amélioration significative de la prise en charge des fractures du fond de la glène, même très déplacées, et cette méthode mérite donc d'être diffusée. Questions, commentaires. Donc Henri Coudane, Gérard Morvan félicitent la qualité de cette communication. Je pose la question, utilisez-vous l'imagerie en réalité augmentée dans la planification des interventions en cas de fracture multiple? C'est effectivement, a-t-on répondu, en cours de développement. David Touboul, ophtalmologiste, a présenté réhabilitation chirurgicale du kératocone. Le kératocone est une pathologie cornéenne dégénérative à composante épigénétique. Sa prévalence dépasse à présent les limites de 1/2 millième, qui est défini 1 pour 2000, définissant le seuil des maladies rares. Il existe un continuum de sévérité entre les formes frustes découvertes fortuitement lors d'un astigmatisme chez l'adolescent et les formes sévères avec opacification cornéenne pouvant aboutir à la cécité. Le kératocone se développe généralement dans la 2e décennie et évolue jusqu'à la 3e. La cornée se déforme progressivement, s'amincit, entraînant une dégradation de la qualité de la vision. Il s'agit d'un astigmatisme évolutif. La topographie cornéenne est un examen clé pour dépister, quantifier et suivre l'évolution de la maladie. Les facteurs de risque sont désormais bien connus, impliquant principalement les microtraumatismes répétés, frottement des yeux, l'inflammation chronique et l'hérédité. Le dépistage précoce et familial est essentiel pour la prise en charge. L'éducation des patients permet dans la majorité des cas de stabiliser la maladie. Les lunettes ou les lentilles rigides peuvent suffire à corriger la vision pour les stades débutants avec un astigmatisme dit irrégulier, modéré. En cas d'évolution avec déformation importante de la cornée, une photoréticulation du collagène cornéen en utilisant de la riboflavine et du rayonnement ultraviolet, cross-linking, est recommandée, ainsi que l'insertion d'anneaux dans l'épaisseur de la cornée, qui mesure environ 500 microns, dans des tunnels réalisés à l'aide du laser femtoseconde. Ces procédures peuvent également être associées au laser excimer pour obtenir une régularisation de la courbure cornéenne. La stratégie chirurgicale peut donc inclure l'addition d'un implant intraoculaire pour réhabiliter la vision. En dernier recours, la greffe de cornée permet de rétablir une surface cornéenne régulière. La prise en charge chirurgicale du kératocone implique donc un très large arsenal technologique, exemplaire du formidable cheminement de l'innovation dans l'ophtalmologie. Commentaire. David Touboul souligne en tant que président de la SAPHIR, qui est la société de l'Association française des implants intraoculaires et de chirurgie réfractive, l'intérêt du pont créé entre la SAPHIR et l'Académie nationale de chirurgie pour une collaboration durable. Le président, après avoir félicité les orateurs, clôt la séance, et cette séance qui nous a fait voyager dans les différentes sphères du corps et à travers le monde. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire annuel. Je passe maintenant la parole à notre président qui est en visioconférence et qui voudrait introduire la séance. Albert Claude. Oui, merci à tous et merci et pardon de ne pas être en présence avec vous. Cette année Covid a fini par m'atteindre. Heureusement, pas de manière grave puisque je suis hyper vacciné, mais néanmoins, ça m'a rendu contagieux et donc je ne pouvais pas être en présence avec vous. Par contre, je tenais à me féliciter et à féliciter l'équipe qui va traiter un sujet qui me tient particulièrement à cœur, moi chirurgien vasculaire, c'est-à-dire le traitement moderne de l'embolie pulmonaire grave par l'équipe essentiellement de l'HEGP sous le pilotage d'Olivier Sanchez, que je remercie, et ainsi que notre ami Marc Sapoval, radiologue vasculaire, membre de l'Académie nationale de chirurgie. Et ce message, c'est important parce que c'est typiquement une séance caractéristique de l'évolution du fonctionnement de l'Académie nationale de chirurgie qui est ouverte à l'ensemble des disciplines opératoires, qu'elles soient menées par des chirurgiens au sens classique du terme que par des médecins interventionnels. Et c'est typiquement le thème de l'embolie pulmonaire grave qui est grevé d'une très forte mortalité. On va voir jusqu'à quel point aujourd'hui il y a eu des progrès dans ce domaine. Eh bien, c'est la combinaison à la fois de technologies d'imagerie, d'interventionnel, de chimiothérapie par la thrombolyse, etc., qui font qu'on peut mieux maîtriser et on peut aussi encore opérer sous CEC des patients atteints d'embolie pulmonaire grave qui nécessitent encore le traitement des chirurgiens cardiaques. Et donc, voilà, c'est une superbe séance et je voulais féliciter donc les orateurs et bien sûr les remercier. Et voilà, on va démarrer. Encore une fois, les séances de l'Académie nationale de chirurgie, toutes les semaines, c'est une nouvelle aventure qui recommence. Bravo. Merci Albert Claude.